sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta. Alors c'est un pèlerinage laïque, hein. Il existe depuis 1971. C'est à l'initiative du grand maître de l'époque, Jacques Mitterrand, qui a été en effet pris cette initiative de commémorer la commune de Paris pour le centenaire donc, de cette commune. Et puis après, c'est un peu retombé, et puis ça a été réactivé à la fin des années 80, au début des années 90. Et pour le Grand Orient et pour beaucoup d'obédiences maçonniques, c'est devenu un rendez-vous annuel évident, hein, ça ponctue l'année et ça vient rappeler à tous les francs-maçons, ça vient rappeler à tous les républicains, à tous les humanistes, combien le combat pour la République, pour la dignité, pour la justice sociale doit être mené en permanence et qu'il ne doit pas jamais y avoir de relâche. Jamais nous devons cesser d'exercer notre vigilance. Et comme le Grand Orient de France est une obédience de combat pour le progrès social, pour la dignité, pour la justice sociale, pour la République, pour la laïcité bien sûr, eh bien chaque année nous venons nous retrouver et un peu nous ressourcer à l'aune de ce qu'ont été les combats des communards, parce que eh bien, même si on peut ne pas partager tout ce qu'a représenté la commune de Paris, on y retrouve quand même beaucoup de choses qui nous inspirent, beaucoup de principes, beaucoup de valeurs qui nous inspirent, encore une fois, pour l'émancipation humaine, individuelle et collective. Donc en ce sens, ça demeure pour nous un rendez-vous extrêmement important, symbolique, extrêmement important. Voilà. Hippolyte Carnot, le fils du grand Carnot, l'organisateur de la victoire. Hippolyte Carnot a suivi son père dans la proscription. Il ne rentrera en France qu'en 1823. Imprégné de l'idéal républicain de son père, il se rapprochera des idées de Saint-Simon et collaborera plusieurs années au journal des Saint-Simoniens, Le Producteur. Hippolyte Carnot était franc-maçon, initié dans la loge Les Amis Incorruptibles en 1840. Il fréquentera la loge Philadelphie et le chapitre du même nom à Paris plus tard. Dans nos ateliers symboliques, ouvrons nos travaux, nous bâtissons la République du monde nouveau, sous l'étoile qui nous éclaire, poursuivons l'œuvre séculaire dans nos ateliers symboliques. Ouvrons nos travaux. Merci. J'ai des adresses de témoins. Très joli, très joli. François-Vincent Raspail est un biologiste, un chimiste, qui a mis ses connaissances au service des plus pauvres dans des dispensaires gratuits et à travers des ouvrages de vulgarisation bon marché sur l'hygiène et la santé. Cela lui a valu d'être appelé le médecin des pauvres. Cela lui a aussi causé quelques ennuis, car il n'était pas médecin. Il était franc-maçon depuis la Restauration
initié en 1820 aux Amis de la Vérité. Il sera reçu après aux Amis bienfaisants à l'Orient de Paris. Déclaration d'ouverture de la Commune de Paris. Paris, 28 mars 1871. Citoyens, notre commune est constituée. Le vote du 26 mars sanctionne la République victorieuse. Un pouvoir lâchement oppresseur vous avait pris à la gorge. Vous deviez, dans votre légitime défense, repousser ce gouvernement qui voulait vous déshonorer en vous imposant un roi. Aujourd'hui, les criminels que vous n'avez même pas voulu poursuivre abusent de votre magnanimité pour organiser aux portes de la cité un foyer de conspiration monarchiste. Ils invoquent la guerre civile, ils mettent en œuvre toutes les corruptions, acceptent toutes les complicités, ils ont osé mendier jusqu'à l'appui de l'étranger. Les élus du peuple ne lui demandent pour assurer le triomphe de la République que de les soutenir de votre confiance. Quant à eux, ils feront leur devoir. La Commune de Paris, 28 mars 1871. Louis-Antoine Garnier-Pagès. Révolutionnaire lors des journées de juillet 1830, Louis-Antoine Garnier-Pagès siégera comme député de l'opposition à partir de 1842. De 1846 à 1848, il participe à un état-major républicain clandestin et il est un des organisateurs de la campagne de presse antimonarchiste. Il s'engagera à fond dans la campagne des banquets organisée entre 1847 et 1848 pour demander l'élargissement du corps électoral. Initié aux Amis de la Vérité, quand il était au gouvernement provisoire en 1848, il arbore son cordon maçonnique aux côtés d'Adolphe Crémieux et d'Armand Marrast au moment d'accueillir la délégation du Grand Orient de France. Ami entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Ami entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Camille Pétain ne s'est pas déclaré partisan de l'insurrection communaliste. Mais il en suit les développements de très près et en donnera régulièrement plusieurs relations. Il soutiendra de toutes ses forces le courant conciliateur en avril 1871 autour de Clémenceau. Camille Pelletan était franc-maçon. Initié en avril 1871 à Paris, pendant la Commune donc, à la respectable loge La Mutualité, il rejoindra la Clémente Amitié, toujours à Paris, en 1892, et sera affilié à l'Unité, à Saint-Laurent-de-Provence, en 1904. Comme espoir mis au charnier, il voyait mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune.
Nous venons de nous recueillir devant les sépultures de 4 francs-maçons, de 4 républicains, de 4 républicains de la conquête et des fondations. Tinius, lui, n'est pas franc-maçon. Tinius est mort assassiné le 7 janvier 2015 parce que rien n'est jamais acquis et que la République est attaquée, que la République a des ennemis. Les grandes libertés républicaines sont attaquées. La grande liberté d'expression républicaine suscite la haine et la terreur. Avec ceux de Charlie, ils étaient la vigie. Ils l'ont payé de leur vie. Pensons à eux. Pensons à Tinius. Je vous demande de vous recueillir quelques instants dans le silence. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. En fait, Nelly Roussel était destinée à mener une vie tout à fait conventionnelle de par son éducation traditionnelle. Elle changea d'orientation après son mariage à 20 ans avec le sculpteur Henri Godet, franc-maçon, anticlérical, avec qui elle aura 3 enfants. Elle fut rapidement consciente de l'inégalité subie par les femmes, elle perdit la foi et devint libre penseuse. Son mari la soutiendra toujours dans son combat. Elle devint membre de la Ligue des droits de l'homme et fut dreyfusarde. Femme de lettres, libertaire, elle est l'auteure et l'actrice de plusieurs pièces allégoriques dans lesquelles elle dispensait ses idées émancipatrices, se disant investie, selon ses propres termes, d'un apostolat. Elle meurt à 45 ans, en 1922, de tuberculose, sans avoir vu l'aboutissement de ses revendications, ni les radicalisations souhaitées des mentalités misogynes. La deuxième vague de féminisme se reconnaîtra toutefois dans son combat pionnier. J'ai dit. Chaque année, nous faisons des haltes avant d'arriver au mur des fédérés, là où sont tombés les derniers communards. Nous faisons des haltes sur les sépultures de francs-maçons qui se sont illustrés, alors soit pendant la période de la Commune, soit à d'autres époques, mais souvent c'est en rapport avec la Commune de Paris. Donc nous venons mettre un peu l'accent sur leur parcours, sur ce qu'ils ont fait. Et donc c'est aussi le moyen de relier un peu le parcours des francs-maçons engagés pour la République, encore une fois pour le combat émancipateur. Et donc cette année, nous avons rendu hommage à Camille Pelletan, à Garnier-Pagès, à François Raspail, qui, à des périodes diverses de l'histoire, se sont illustrés en faveur des principes qui nous sont chers. Et chaque année, ça change, ça nous permet de mettre l'accent sur certains autres. Voilà. La Commune n'est pas née du hasard. Elle est le fruit d'une défaite humiliante que les Parisiens ne pouvaient pas admettre, mais elle est aussi le fruit de la misère des ouvriers, des ouvrières, des petits artisans étouffés par l'industrie naissante du Second Empire. Ils voyaient leur avenir se fermer et leur niveau de vie s'amoindrir. Ce passage à l'ère industrielle n'est pas sans similitude
avec la situation actuelle où multinationales, passages au numérique et algorithmes perturbent et vont encore plus perturber tous les métiers sans qualification spécifique de ce peuple qui gronde aujourd'hui. On parle des communards, on parle peu des communardes, des femmes, dont Proudhon disait « La femme est un joli animal, mais c'est un animal. Elle est avide de baisers, comme la chèvre du sel. » Ce à quoi Louise Michel répondait « Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. » Le temps des cerises et des rossignols et vers le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Le chemin que nous avons choisi d'emprunter aujourd'hui est un itinéraire républicain. Hippolyte Carnot, par son père, le grand Carnot, tout droit sorti de la Première République, nous conduit de 1848 à la naissance dans la douleur de la Troisième République. François-Vincent Raspail, des barricades de juillet 1830 jusqu'au gouvernement de la Défense nationale de 1870, incarne la volonté irréductible d'intégrer, d'amarrer fermement les masses ouvrières, les prolétaires, les plus démunis, au projet républicain d'émancipation sociale. Louis-Antoine Garnier-Pagès l'accompagne tout au long du même chemin, entraînant, lui, toute une bourgeoisie libérale dans une adhésion opiniâtre à la liberté démocratique, à l'extension du suffrage, capable de féconder un peuple républicain souverain. Camille Pelletan, qui n'a pas participé à la Commune, mais qui condamnera aussitôt la répression versaillaise et s'engagera de toutes ses forces pour l'amnistie plénière des communards, expliquant infatigablement que la nation doit réintégrer cette insurrection dans son histoire parce qu'elle est inséparablement républicaine et sociale. Ces 4 francs-maçons ont été de vrais passeurs de la République. C'est parce que les communards sont tombés pour la République et la justice sociale, comme disait Jaurès, que la sanglante répression de la Commune est devenue un moment capital de notre histoire qui garde une place unique dans la mystique républicaine. Si la République continue d'exercer une certaine attraction symbolique sur les plus démunis, c'est sans doute grâce à cette histoire. La République est un régime de dignité, capable de donner à chacun, si modeste soit-il, l'estime de soi, l'égalité théorique et la liberté. Notre Constitution en a pris acte dans son article 1er. La France est une république indivisible, laïque et sociale. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, marchons, marchons.